c'est toi, Michel. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je te raccompagne. Oui, bah je te raccompagne, tu me raccompagnes. Tu sais, j'ai fait un moulin en haut. Ah oui, tu me le montres? Je l'ai planqué dans le garage. On va voir, il est là, il est là. Il est en haut, je te le passe. Tiens. Attention, c'est fragile. D'accord. Et comment ça marche? Fastoche, viens, on va aller sur l'une. Regarde, c'est là. Oh, c'est beau! Ouais, t'as vu ça? Attends, on va enlever nos chaussures. Tiens, regarde, on n'a pas besoin des fourches, il y a un trou. Ah, d'accord. Mets-les sur le bord. Passe-moi le gros caillou, là. Celui-là? Oui, merci. Regarde, ça marche. Bon, bah maintenant tu me raccompagnes. On a cru longtemps que l'Huisne prenait sa source à Mortagne. Et ses enfants du début du siècle dernier pensaient, innocemment, que c'était sur l'Huisne qu'ils faisaient tourner leur petit moulin à eau. C'est au cours du XXe siècle que des recherches permirent de découvrir la vérité. Il ne s'agissait pas de l'Huisne, mais d'un de ses petits affluents. C'est ainsi que Mortagne a plusieurs fois changé de nom. Pendant des siècles, Mortagne s'est appelée Mortagne, s'écrivait d'ailleurs Mortaigne, M-O-R-T-A-I-G-N-E, mais on prononçait bien Mortagne à l'époque. Et au début du XIXe siècle, la poste a commencé à s'organiser. Les courriers circulaient, on pouvait envoyer une lettre à une adresse précise. Le problème, c'est qu'il y avait plusieurs Mortagnes en France. Alors le ministère qui était en charge du courrier, de la poste, a demandé aux communes qui portaient le même nom de se distinguer. Et c'est en 1838 que le conseil municipal de l'époque a décidé que Mortagne allait s'appeler Mortagne-sur-Huisne. Parce qu'on croyait à l'époque que l'Huisne prenait naissance sur la commune de Mortagne. Et en fait, la petite rivière qui prend naissance à Mortagne était un affluent. Pour autant, Mortagne-sur-Huisne était inscrit dans le marbre. Un certain nombre de documents administratifs faisaient figurer le nom de Mortagne-sur-Huisne. Les cartes postales, par milliers, par dizaines de milliers à l'époque, affichaient Mortagne-sur-Huisne. Le tampon de la poste également. Et donc il a fallu du temps pour revoir la question. Il y avait à Mortagne une société savante, la Société d'histoire et d'archéologie de Mortagne, qui s'est penchée sur la question, qui a vraiment établi que l'Huisne prenait sa source, non pas ici à Mortagne, mais à la Perrière. La Société d'histoire et d'archéologie propose le nom de Mortagne-au-Perche le 8 février 1923 et 15 jours plus tard, le 23 février, le conseil municipal, par 18 voix contre 4, décide que Mortagne va s'appeler Mortagne-au-Perche. Le Perche est une région verdoyante composée de vallons, de plateaux, de collines, à l'écart du stress de la vie urbaine. L'Huisne en est la rivière principale qui traverse 3 départements, l'Orne, l'Eure-et-Loir et la Sarthe. Elle décrit un arc du nord-est vers le sud-ouest. Longue de plus de 160 km, elle rejoint la Sarthe au Mans. De nombreux affluents l'alimentent, dont la Mème, la Corbione, la Cloche, formant ainsi un réseau hydrographique de près de 1800 km.
Au commencement de l'Huisne, l'eau s'écoule lentement des entrailles de la terre. La rivière se manifeste à la lumière du jour sur les hauteurs du Perche par 3 minuscules mares. Le lieu de naissance exact de la rivière se situe au nord-ouest de la forêt de Bellem, sur la commune de la Perrière, dans la quiétude des grasses prairies percheronnes. Elle se faufile alors tranquillement entre 2 rangées d'arbustes où son filet d'eau continue son cours au gré des vallées qui se sont creusées à travers les collines. Et de là, elle emprunte la grande faille du Perche pour rejoindre la Sarthe. Ayant ainsi localisé sa source, nous allons maintenant descendre l'Huisne jusqu'à la Ferté-Bernard. La rivière nous a révélé son histoire, son architecture, sa faune, sa flore, ses traditions. Toutes ces recherches nous ont permis de rencontrer des personnages attachants et de nous connecter à la nature, en découvrant des paysages à la lumière changeante selon les saisons et les caprices du temps. Mais comment s'est formée la vallée de l'Huisne ? Nous sommes sur la digue de Margon, un ouvrage qui a été édifié sur le cours de l'Huisne et sur sa vallée pour préserver les populations qui se trouvent en aval des crues un peu extrêmes qui pourraient un jour advenir. Alors l'intérêt de cette digue, c'est qu'elle permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'étendue de cette vallée. Une vallée extrêmement large, une vallée très plane, qui correspond en fait à ce que l'on appelle le lit majeur de la rivière, c'est-à-dire la partie sur laquelle les eaux des crues vont s'expanser et venir lécher en quelque sorte les deux versants boisés et bocagés qui se trouvent de part et d'autre de cette vallée. Nous avons donc une vallée relativement plane, de près de 800 mètres de large, qui permet aux eaux de l'Huisne en période de crue de pouvoir prendre leurs aises. Eh bien, c'est ce que l'on appelle donc le lit majeur. Et en période normale, l'Huisne coule dans ce que l'on appelle son lit mineur. Alors cette configuration de la vallée de l'Huisne est particulière. La fabrication de cette vallée est intimement liée en fait à la géologie et à la façon dont la géologie a évolué au fil des milliers, voire des millions d'années. Alors il se trouve que l'Huisne s'est mise à couler il y a fort longtemps à la faveur de la création d'une faille dans les éléments géologiques. Cela m'amène à dire que la géologie du Perche en général et de l'Huisne en particulier est une géologie sédimentaire, ce qui veut dire que les éléments géologiques que nous avons sous nos pieds, à l'endroit où nous nous trouvons, sont essentiellement des choses qui ont été apportées bien souvent par la présence de la mer. Alors, la mer a été présente dans le Perche à plusieurs reprises et à la faveur de sa présence, il y a un certain nombre d'éléments qui se sont déposés dans le fond de cette mer. Et lorsque la mer s'est retirée, les sédiments sont restés en l'état. Le problème, c'est que ces sédiments reposaient sur un socle qui lui-même, à la faveur de ce qu'on appelle la tectonique des plaques, ce socle a bougé, s'est fracturé et que par conséquent, certains éléments sédimentaires qui se trouvaient déposés sur ce socle ont baissé de niveau et d'autres ont remonté de niveau en fonction des fractures qu'a connues le socle sur lesquels ces sédiments s'étaient déposés. Et c'est comme ça que l'Huisne a commencé à créer sa vallée dans ce compartiment effondré. La géologie de la vallée de l'Huisne et du Perche en général explique pourquoi l'Huisne ne présente pas de grandes variations de son niveau entre les périodes très arrosées et les périodes plus sèches. En effet, lorsque la pluie tombe à la fois sur la vallée et sur les versants, elle va ruisseler pour une partie sur les versants pour venir alimenter la rivière elle-même, mais la majeure partie de cette eau de pluie qui tombe finit par rentrer dans ces couches géologiques qui sont essentiellement donc constituées de sable et de craie. 80% de l'eau qui va tomber va percoler, c'est-à-dire va rentrer dans la terre, dans les couches géologiques, et venir constituer ce que l'on appelle les nappes phréatiques.
Et lorsque cette eau est bien contenue dans ces nappes, que les nappes ont fait le plein, eh bien, l'alimentation de la rivière se fait alors de manière permanente. Quand bien même nous entrerions dans une période de sécheresse, eh bien, l'eau qui a rempli les nappes phréatiques pendant la période hivernale est petit à petit relâchée progressivement dans le lit mineur de la rivière, de l'Huisne, et par conséquent, eh bien, celle-ci est toujours alimentée en eau. On dit souvent que l'Huisne est la colonne vertébrale du Perche. Elle en est la rivière nourricière et son nom vient très probablement de ça. On l'a surnommée déjà la nourricière puisque dès le 9e siècle, les premiers noms de l'Huisne qu'on va trouver dans les textes anciens, c'est Idonia, Idonea, qui dérive probablement d'un Ituna celte, et on connaît les dieux Itonos, Pituna, qui sont les déesses nourricières. Donc l'Huisne tient son nom probablement de cette force nourricière qu'elle possédait déjà à l'époque. Et puis ensuite, ce nom, Idonia, est devenu Ionia, qui a été francisé en Yaigne, qu'on trouve encore dans certains textes. Et enfin, de Yaigne, on est venu à Huisne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'Huisne en est arrivé à porter son nom, mais avec très probablement cette origine de la rivière nourricière, la rivière poissonneuse certainement. Au cours des siècles, l'Huisne a creusé son lit entre les sédiments, dessinant de superbes méandres qui en font ainsi une belle rivière. Très vite, les hommes ont dû, pour la traverser, construire des ouvrages d'art, dont certains restent aujourd'hui de magnifiques et émouvants témoignages du passé. Parler du pont de Mauves, c'est évoquer 2 pages d'histoire. La première, c'est comprendre d'abord le site de Mauves qui est enserré dans une boucle de l'Huisne, qui de tout temps a été propice à la fortification. C'est la raison pour laquelle dès le 9e, 10e siècle on a construit une mode féodale, un château. Mais c'est aussi comprendre que cette boucle, c'est un cul-de-sac. On ne peut pas traverser Mauves au Moyen-Âge. On descend une partie du bourg, mais pour en ressortir et repartir sur Belém, il faut remonter et prendre un autre itinéraire. Et c'est la raison pour laquelle on appelle Mauves Malavia, la mauvaise voie. C'est donc progressivement que le bourg va devenir un axe de passage avec cette grande avenue centrale que l'on connaît aujourd'hui. On va donc drainer en quelque sorte les marécages qui sont dans le bas du bourg de 2 manières. La première manière, c'est que d'abord on construit un moulin. Et quand on construit un moulin, il faut créer un bras d'eau, il faut créer un bief, il faut créer une chute. Et en quelque sorte, on assainit malgré tout le terrain. Et ce moulin, il faut y accéder. Donc on crée déjà une première voie de communication, mais qui devait être assez précaire. Aussi au XVIIe siècle, on arrive dans une phase nouvelle, à savoir que Pierre de Catinat décide de se faire construire un château à la Fauconnerie, dont il est devenu le seigneur. Et donc s'interroge aussi sur la façon de relier et la Fauconnerie et Mauves. Il va s'interroger pour envisager la construction d'un pont, mais évidemment il demande l'autorisation au roi de France, et c'est en fait une commande royale qui va permettre la construction de ce qu'on appelle le pont Catinat. On a longtemps pensé que le pont de Mauves avait été construit en 1610, mais en fait on sait par un acte de commande auprès de l'administration royale, en fait qu'il date des années 1620-1621, et il va complètement bouleverser la physionomie du bourg de Mauves, qui d'un seul coup devient un bourg passager, alors qu'avant c'était un cul-de-sac. On va voir se développer beaucoup plus d'artisanat. Il y a tout un monde d'auberges, de cafés. Alors c'est un pont à 5 arches, extrêmement résistant. Je me suis toujours interrogé pour savoir comment étaient faites les fondations, parce que ce sont des zones humides, et on voit bien que ce pont, malgré les aléas, a parfaitement tenu et assure maintenant la liaison donc, par le bas du bourg de Mauves. Donc Mauves n'est plus la mauvaise voie en quelque sorte.
La commune de Rémalard doit également son nom au gué, ce point de passage qui permettait de traverser la rivière. On est ici à Rémalard-en-Perche, réunion des 3 anciennes communes de Belloux-sur-Huine, Rémalard et Dorsault. Et ce qui est amusant, c'est qu'ici, les 3 noms de ces villages sont directement liés à l'Huine. Belloux, c'est très probablement le lieu où poussait la berle, une sorte de cresson sauvage. Rémalard vient d'un vieux mot gaulois, ritou, qu'on va retrouver dans des langues anglaises ou allemandes, to ride, le cavalier, le reiter en allemand. Tout ça, c'est cette vieille origine du passage, du lieu de passage, et en l'occurrence ici un passage de rivière. Donc c'est le ritou, le gué sur la rivière, avec un qualificatif romain, le ritu male adsitus, le gué mal placé, le point de passage mal placé. Donc voilà, Rémalard tient son nom de ce point de passage où se trouve actuellement le pont qu'on voit derrière moi. Et puis un peu plus en aval, Dorsault, avec là aussi une origine probablement celtique du rond qui signifie la porte, le passage, là aussi. Et aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'avec ce nom Duron, on avait aussi la notion d'un passage étroit sur une rivière. Donc ici, l'Huine est très très importante et elle a évidemment donné son nom à nos villages. Les ponts ne sont cependant pas les seules constructions qui ornent et animent le cours de l'Huine. De nombreux moulins y ont été installés au fil des siècles, permettant l'établissement de toutes sortes d'industries. Aujourd'hui encore, on en retrouve des vestiges plus ou moins bien conservés. Là, nous sommes en amont de la ville et c'est ici qu'arrive la rivière l'Huine, qui arrive du Teil. Et c'est ici que se font le partage des eaux. Vous avez un bras qui s'en va vers la porte de ville, va baigner les fortifications de la Ferté, alimenter le moulin du Pavillon, qui était certainement le plus vieux moulin de la ville, puisque c'était le moulin qui était proche du château, qui a certainement été un moulin à blé pendant très très longtemps. Et l'autre cours, qui est un cours forcé, qui va desservir les grands moulins. Et ici, nous sommes à la cartonnerie des Calots. À l'origine, c'était un moulin à blé, un petit moulin à blé. On a une petite gravure de Léopold Charles qui le montre. Au fil des ans, il a été perfectionné. Ce moulin-là a fourni de l'électricité pendant un temps. Et puis, il est devenu, dans les années 30, c'est devenu une cartonnerie. Alors, sur la Ferté-Bernard, on trouve des moulins à blé, un moulin à foulon. Le moulin à foulon, c'est le moulin qui foulait les draps, puisque la Ferté-Bernard était une ville de tisserands. On a aussi un moulin à tan, qui a produit du tan pour les tanneurs. On a eu beaucoup de tanneries à la Ferté-Bernard. Ici, nous sommes sur le site du moulin du Foulon, qui a complètement disparu. Il reste les vannages qui ont été refaits. Autrefois, c'était des vannages à crémaillère. Ce barrage-là fait partie de l'ancien système de défense de la ville de La Ferté. Nous sommes sur un site marécageux, un site de plaine. En cas d'attaque, on fermait les vannes et ça a inondé la plaine. L'usage des moulins traditionnels s'est perdu avec la généralisation d'autres énergies, l'électricité et le pétrole, bien sûr. Des passionnés ont su conserver ce patrimoine comme ce moulin en parfait état de fonctionnement que l'on trouvait autrefois dans le Perche. La fierté de ses propriétaires est à la hauteur de la beauté du lieu et de sa restauration. Alors ce moulin est né en 1850, à l'époque de Napoléon III, puisque Napoléon III était président de la République et c'est lui qui avait signé les actes de construction et notamment le récolement du vannage, puisque j'ai encore ces papiers-là dans les archives. Le récolement de la rivière a été donc signé par Louis-Napoléon Bonaparte au palais de l'Élysée. Nous avons exploité de 1960 à 1980. On a restauré le vannage, de restaurer les murs, et j'ai eu le bonheur d'être classé monument historique dans les années 95. Alors pour le branchement de la roue, on est obligé d'arrêter la rotation, bien entendu, et on opère comme ça, avec un petit cric qui va nous permettre de relever le pignon d'entraînement. On débloque ici, et hop, c'est enclenché.
C'était bien conçu. Nos anciens étaient des cracks. Et voilà, le pignon est branché. Alors je procède à la rotation de la roue qui va mettre la meule en marche. Alors maintenant, la meule est libérée et pour permettre le serrage, on se servait de cette manivelle qui venait sur l'axe là et qui va la faire descendre pour permettre l'écrasement. Le grain descendait dans la goulotte, aussi simple que ça, et la frappe se faisait automatiquement par la rotation. Elle était broyée automatiquement. Je rencontre des gens très très intéressants dans le cadre des associations de patrimoine qui veulent voir la vie du moulin et le voir dans son jus. Savoir que ce métier est devenu un symbole de la vie de nos campagnes et qui ont permis au peuple de survivre, notamment pendant les 2 dernières grandes guerres. Et les gens étaient heureux d'avoir la mouture sur place pour pouvoir survivre dans nos campagnes. Depuis longtemps, l'homme a su domestiquer l'énergie de l'eau grâce à différentes techniques. Il a également appris à utiliser d'autres sources d'énergie, entre autres celle de la puissance animale, dont l'emblématique cheval percheron, fierté de la province du Perche, en est sûrement le meilleur exemple. La vallée de l'Huisne est vraiment considérée comme le berceau de la race percheronne. En effet, sur ces prairies vertes très riches, on retrouve depuis des temps relativement anciens les principales fermes étalonnières percheronnes. Le Perche, c'est une terre de rivières. Plusieurs cours d'eau prennent naissance dans le Perche. C'est un terrain montueux, argileux, avec un sous-sol calcaire, et puis essentiellement des terres agricoles et des terres consacrées à l'élevage percheron. Alors essentiellement, la réputation du Perche vient de ses pâtures très très riches. On considère que la race percheronne comme fixée aux alentours de 1800, c'est-à-dire au début du 19e siècle. Race fixée, ça veut dire que en fait, les chevaux, génération après génération, reproduisent des critères qui n'évoluent plus. Voilà, on a une morphologie qui est stable, une couleur de robe qui est stable. Donc là, on peut voir 4 juments poulinières avec les différentes robes qu'on puisse trouver dans l'élevage percheron. Donc du gris clair au gris pommelé en passant par le noir. Donc 4 juments suités de leurs poulains avec des poulains gris foncé ou noirs. Donc des poulains qui naissent noirs vont rester gris foncé et en fait un poulain noir il naît gris souris. Et donc le noir ne bouge pas toute sa vie, il sera noir. Que les juments grises vont évoluer, les robes vont évoluer tous les ans dès qu'elles vont muer en fait. Au niveau des tailles, on a des tailles entre 1m60 et 1m90, des chevaux diligenciers qui sont un petit peu plus légers, plus aptes à l'utilisation. La durée de vie du percheron, en moyenne, on va dire une 20aine d'années. Le cheval percheron a eu plusieurs vies en fait. Avant le XXe siècle et au cours du XVIIIe siècle, on peut dire que c'était un cheval d'attelage qui parcourait les routes de France et qui tractait les diligences. Et puis ensuite est arrivée la période agricole du cheval de percheron. Celle qu'on connaît peut-être le mieux, effectivement, le laboureur infatigable. Dans le même temps, c'est aussi le cheval percheron que l'on retrouve sur le pavé parisien pour les transports
eh bien, le cheval percheron sera le cheval le plus utilisé à la Compagnie Générale des Omnibus qui transportait les Parisiens dans les rues de la capitale. Viendra ensuite eh bien, le déclin après la Seconde Guerre mondiale où le tracteur remplacera presque complètement le cheval de trait. On assiste depuis 1980-90 à une renaissance du cheval percheron. On le retrouve maintenant dans des activités de loisirs, l'attelage, on le retrouve aussi un petit peu en équitation et puis surtout dans des nouvelles utilisations comme le débardage, le travail dans la vigne, le maraîchage ou encore le cheval que l'on appelle territorial, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans les villes ou dans les villages à faire un travail de cantonnier, par exemple la collecte des déchets. Faire le choix aujourd'hui d'utiliser le cheval percheron dans les travaux forestiers implique une motivation patrimoniale. Il s'agit de sauvegarder la race. Couplé au guidage de l'homme, le percheron permet de travailler en ménageant la nature et en prenant bien soin des sols, sans énergie fossile ni rejets polluants. C'est du loisir, donc là c'est vraiment des opérations occasionnelles, d'où la polyvalence de ces chevaux qui sont aussi bien montés, attelés en loisir, en prestation, dans la foule, et ils font aussi du travail éventuellement dans la vigne. Et puis là aujourd'hui on est sur une journée de débardage. L'avantage du cheval, c'est le respect des sols, notamment dans les zones humides, contrairement aux engins qui font quand même pas mal de dégâts. Le cheval est à l'écoute de son meneur. Donc on a deux aides, hein, c'est les guides ou le cordeau et la voix, hein, qui le guide et qui le fait obéir aux ordres qu'on lui donne, quoi. On fait du débardage depuis la tempête de 99 en fait. Et donc depuis 99, on a fait à peu près une quinzaine de débardages comme ça. Bon, ça représente, à chaque fois on est à 4 chevaux, une fois on a été à 6. Et on arrive, oui, à tasser entre 30 et 40 austères dans la journée. La forêt couvre 21% du territoire percheron. C'est sans compter tous les arbres qui bordent somptueusement la rivière et lui confèrent un charme supplémentaire. Nous voici dans le lit mineur de Luynes pour vous parler du double cordon d'arbres qui encadre le lit mineur de la rivière. Et ce double cordon d'arbres, on l'appelle la ripisylve, c'est-à-dire la forêt de rive. Sylve, c'est la forêt et ripis, c'est la rive. Donc cette double rangée d'arbres et d'arbustes est essentiellement constituée sous nos latitudes et en bordure de Luynes en particulier, d'une essence d'arbre qui s'appelle l'aulne glutine. À peu près, je dirais, 80% du linéaire de cette forêt de rive est constitué de cet arbre. Alors pour autant, ce n'est pas la seule essence qui se trouve dans ce double cordon d'arbres. On peut aussi trouver du chêne, on peut aussi trouver du saule, on peut aussi trouver du noisetier, bref, un certain nombre d'arbres et d'arbustes, mais la prédominance de l'aulne est quand même marquée. Alors ce qui est intéressant avec l'aulne, c'est que là on est vraiment sur un arbre qui est inféodé au milieu aquatique, qui pousse uniquement près de l'eau. Mais chez l'aulne aussi, il y a ce côté archaïque qu'on va trouver notamment chez ces petites pommes de pin qu'on appelle les strobiles, qui montrent que c'est un arbre qui est arrivé au tout début de l'évolution. Et puis il est au bord de l'eau, donc il a toujours fasciné les hommes. C'est l'arbre des sorciers, c'est l'arbre des sorcières, c'est l'arbre lié à la mort. Quand on le coupe, son tronc, son bois jaunâtre va devenir rouge sang. Donc ça impressionne les hommes. Et puis, contrairement à la plupart des arbres, il va rester vert jusqu'au moment où il va perdre ses feuilles. Ses feuilles ne vont pas changer de couleur. Et pendant l'hiver, alors que tous les autres arbres semblent endormis, eh bien lui, il va continuer à faire pousser ses chatons, ses strobiles qui vont porter les petites fleurs femelles, et puis ces bourgeons violets vont se développer à la fin de l'hiver. Donc c'est un arbre qui a toujours fasciné les hommes. Et puis il les a intéressés puisque son bois est imputrescible. Il ne faut pas oublier que la moitié de Venise repose sur des pieux en aulne ou en verne, comme on dit aussi localement. Voilà encore une famille d'arbres là qu'on va trouver très particulièrement au bord de Luynes, c'est les saules. Ici on a Salix alba, le saule blanc qui est le plus beau d'entre eux, le plus grand, le plus lumineux avec ses belles feuilles argentées. Et puis de tout temps, les hommes ont compris qu'au bord de l'eau, il y avait des marées, il y avait des maladies, il y avait des fièvres, mais il y avait aussi les végétaux pour soigner toutes ces maladies. Et on a prouvé ensuite plus tard qu'effectivement le saule
avait un composé qui était capable de lutter contre les fièvres, qui était anti-inflammatoire. C'est l'acide salicylique qu'on va transformer plus tard en acide acétylsalicylique et qui va donner l'aspirine. C'est l'aspirine végétale, le saule, donc c'est un arbre très très important depuis toujours. La ripisylve présente un nombre important d'intérêts. Le premier intérêt qu'on peut y voir, c'est que eh bien, les arbres qui constituent cette forêt de rive, et en particulier l'aulne, ont un système racinaire extrêmement dense qui va faire que eh bien, l'érosion spontanée due à l'écoulement de l'eau aura moins de répercussions sur la berge parce que les racines vont avoir tendance à tenir la berge. L'autre intérêt de la ripisylve, c'est de maintenir de l'ombrage sur la rivière. Alors, pas un ombrage permanent, pas un ombrage très lourd, mais un ombrage intéressant dans la mesure où il évitera le réchauffement trop important de l'eau. Et quand on sait que le taux d'oxygène dissous dans l'eau est plus important quand la température est basse, on comprendra alors que moins l'eau se réchauffe et plus la teneur en oxygène dissous est intéressante. Alors ça, c'est notamment intéressant pour les poissons qui vont trouver dans cette eau oxygénée de quoi vivre tout à fait facilement, en particulier les truites. Troisième intérêt de la ripisylve, c'est qu'elle offre une sorte d'écran naturel aux effluents agricoles qui parfois, lorsque des cultures jouxtent la rivière, eh bien, ces cultures peuvent laisser échapper en quelque sorte des produits que l'on peut répandre sur les cultures, alors que ce soit des engrais ou des produits phytopharmaceutiques. Eh bien, la ripisylve va jouer le rôle en quelque sorte d'écran qui évitera qu'une partie de ces effluents ne se retrouve dans le cours de la rivière. Et quatrième intérêt de la ripisylve, c'est qu'elle ménage, de par les arbres et les arbustes qu'elle présente, elle ménage un abri, un endroit où l'on va pouvoir trouver certains animaux, notamment les oiseaux, qui vont trouver dans les arbres de la ripisylve le vivre et le couvert. Et je citerai un dernier intérêt, c'est que finalement on peut tout à fait exploiter les arbres de la ripisylve pour le bois de chauffage ou bien pour faire tout à fait d'autres choses comme des meubles, puisque l'aulne était réputé pour la couleur orangée de son bois qui servait par exemple à faire des placages. Les arbres ne sont pas les seuls représentants de l'espèce végétale dans la vallée de l'Huisne. On y trouve également une flore intéressante, particulièrement riche et variée. On arrive sur une station avec de la menthe un peu partout. Alors dans la grande famille des menthes, celle qu'on va trouver plus spécifiquement là au bord de l'Huisne, ça va être la menthe à feuilles rondes. Cette jolie menthe très parfumée, qui était aussi très utile dans la pharmacopée de nos grands-parents. La menthe ronde, comme toutes les menthes, elle va être très riche en huile essentielle, donc elle va avoir un pouvoir tonique, elle va aussi être apaisante contre les maux de ventre notamment, elle a un pouvoir antibactérien et même insecticide. D'ailleurs, la mésange bleue, c'est l'une des 5 plantes qu'elle utilise dans son nid pour chasser les insectes. Voilà, elles sont très très bon. On peut en faire aussi des boissons. On en voit encore ici qui va bientôt fleurir. Ah voilà, la jolie salicaire, une autre plante de la pharmacopée des bords de l'Huisne. En plus d'être très belle, elle est intéressante elle aussi parce qu'elle va soigner plein de maux liés aux maladies de l'hiver et de l'humidité. Elle va être antitussive notamment, on va pouvoir faire des bonbons délicieux avec elle. Elle va aussi avoir des propriétés contre la dysenterie, contre la diarrhée. Et puis il y a des études récentes qui ont montré qu'elle avait des composés chimiques, des complexes de composés qui étaient très intéressants pour la lutte contre certaines bactéries pathogènes, notamment dans les maladies nosocomiales ou des maladies phytopathogènes qui attaquent les plantes. Donc c'est une plante très très intéressante. On la voit de loin avec sa grande tête blanche qui surnage les autres plantes. Ici, la reine des prés. Encore une plante vraiment typique des milieux humides, des bords de l'Huisne, mais aussi des fossés, etc. Et encore une plante de la pharmacopée traditionnelle qui guérit les fièvres. Son autre nom, c'est l'aspirée. C'est son nom qui a donné le nom à l'aspirine. Mais on peut se soigner avec elle, mais on peut aussi se faire plaisir parce qu'on peut faire des tisanes et puis surtout on peut aromatiser des desserts. Elle a un bon parfum d'amande. On peut faire des glaces, on peut faire des crèmes aux œufs en faisant infuser ces fleurs dans du lait. C'est vraiment une très belle plante. Le long de l'Huisne et de ses affluents, comme un peu partout en France, on cultive la trogne. Une pratique très ancienne et un bel exemple de gestion de proximité durable et renouvelable. La trogne, c'est un arbre de cueillette. On étête les arbres périodiquement pour cultiver leurs rejets destinés à de multiples productions. La coupe de branches joue ainsi un double rôle,
favoriser la longévité de l'arbre et produire plus de bois, de rameaux, de feuilles et de fruits. On est le long d'un petit rue qui se jette dans la Chèvre. Dans la Chèvre, oui. Qui est un affluent de... Un affluent de l'Huisne. De l'Huisne, oui, oui. Et alors, ce ruisseau est alimenté par des sources, là, à une centaine de mètres en amont. Là, on est sur une nappe phréatique avec des sources artésiennes un peu partout. Donc là, je vais éliminer toutes les petites brindilles déjà pour avoir accès aux branches les plus grosses. On est sur des trognes de saule blanc que l'on rencontre sur tous les affluents de l'Huisne. Le fait de couper régulièrement un arbre provoque, on le contraint, et c'est cette méthode de gérer cet arbre qui donne la trogne, quoi. Le cycle d'exploitation, c'était entre 8 et 9 ans environ pour ces trognes-là. Après, si on prend les trognes d'osier, c'est taillé tous les ans. Et l'utilisation est un peu différente. Alors les branches qui sont abattues sont récupérées pour être débitées, c'est-à-dire d'un côté le bois le plus gros est utilisé selon les longueurs dont on dispose pour fabriquer des clôtures, des barrières, des rambardes. Ensuite le bois le plus petit est mis en fagot et sert à allumer les feux. On utilisait également pour le stockage du foin, des luzernes, des raies gras après la coupe pour permettre de stocker sur place le foin qui était récolté. Et une fois coupé, le foin était ramassé par-dessus et on allait le récupérer pour le besoin de l'alimentation des vaches laitières par exemple. Et les trognes ont également un autre intérêt, c'est de participer, je dirais, à créer le paysage, d'une part. Et puis, les vieilles trognes, essentiellement, à force d'être rabattues, développent une tête de plus en plus large, si bien que le creux finit par plus ou moins se décomposer et servir de refuge à toute une biodiversité, que ce soit des oiseaux, des rongeurs, de se réfugier là, soit pour passer l'hiver, soit pour même se reproduire. Le pêcheur passionné se transforme en véritable détective pour le plaisir suprême de capturer un poisson. Il se faufile le long de la rivière, repère l'endroit idéal, s'en approche discrètement, détecte le meilleur courant, scrute la couleur de l'eau. À la pêche, le moindre détail compte. Là, on est sur l'Huisne. On essaye de se faire une petite partie de pêche à la mouche pour essayer de capturer un poisson qui n'est pas très commun, qui s'appelle l'ombre. C'est un salmonidé comme la truite. L'Huisne a été on va dire une expérience. L'ombre n'était pas originaire de la région. Il a été introduit et il s'est fortement plu. Il s'est très bien adapté et il s'est même bien développé sur l'Huisne dans les premières années de son introduction, dans les années 80 à peu près, qui a attiré de nombreux clubs de pêcheurs à la mouche, région parisienne, région du Mans et autres. Et puis malheureusement, là on a un déclin de la population de l'ombre sur l'Huisne là, depuis plusieurs années. Malgré des efforts de la fédé de pêche qui a essayé de refaire des frayères. Sur l'Huisne, on trouve aussi de la truite, la truite fario, la truite qui est endémique à l'Europe, enfin à la France. La fédé de pêche a aussi fait des efforts pour essayer de protéger la truite fario en instaurant pareil une pêche en eau-kill sur le bras principal de l'Huisne et puis en mettant des quotas et des tailles réglementaires sur les affluents. Contrairement à l'ombre, je trouve que la population de truites se porte nettement mieux. Bon, là, je vais
Je vais changer de mouche. Là, j'étais avec une sèche, donc une mouche qui imite un insecte qui est tombé sur l'eau et qui flotte sur l'eau. J'ai pas eu de résultat, donc je vais passer en nymphe, c'est-à-dire une imitation d'insecte, mais de la larve en fait, qui est aquatique. Donc on va pêcher sous l'eau et on va faire des dérives pour voir s'il n'y a pas des poissons qui sont plus réactifs en nymphe. Donc là, actuellement, on se trouve sur l'Huisne au-dessus de Margon, donc elle est en deuxième catégorie piscicole. En théorie, la deuxième catégorie piscicole, c'est plus une zone on va dire, calme pour les cyprinidés et les carnassiers style brochet. Cependant, on trouve quand même des salmonidés sur cette partie-là. Et au-dessus de Condé-sur-Huisne et jusqu'à sa source, du coup, elle est classée en première catégorie piscicole, qui sont plus des zones à salmonidés, enfin plus zones à truites fario. Comme quoi, il faut les mettre une nymphe. Hein. En sèche, ils sont pas montés. Hein. On trouve d'autres poissons sur l'Huisne, des poissons typiques de cours d'eau de zone type zone à ombre, donc ça veut dire du chevenne, du barbeau, des anguilles, et puis après sur les parties plus calmes, des brochets, des perches. Plus on se remonte vers la source, et moins on trouve d'ombre, et plus on trouve de truites. Après, en descendant, on va dire de Rémalard à Nogent, on trouve les deux mélangés, truite et ombre. Et puis en dessous de Nogent, on n'a plus beaucoup de salmonidés, quelques truites, mais très peu. Et après, c'est plus des cyprinidés, genre chevenne, barbeau, brème et autres qui remplacent ces poissons-là. La déception d'être bredouille existe aussi. Mais pour le pêcheur, le fait de se déplacer d'un poste à l'autre qui prend l'air en connexion avec la nature, le plaisir est déjà là. On va réaliser une petite mouche sèche. C'est une mouche sèche donc, qui flotte au-dessus de l'eau, qui est censée représenter plus ou moins la silhouette d'une éphémère ou d'un insecte. Là, je fixe mon fil de montage, c'est ce qui va me permettre de maintenir tous les différents éléments entre eux. Je vais jusqu'à la courbure de l'hameçon. Donc là, je suis en train de mettre un dubbing, c'est ni plus ni moins que des poils de divers animaux. C'est ce qui va me servir à faire la silhouette du corps de l'insecte en fait. Et en fonction des poils que l'on met, évidemment, il y en a certains qui ont des propriétés hydrofuges et d'autres à l'inverse qui sont hydrophobes. Et puis là, sinon, je vais prendre des plumes de canard grisâtres, naturelles, pour essayer de coller à la réalité. Je coupe l'excédent. Et là, je vais terminer ma mouche en formant plus ou moins une tête avec mon fil de montage. Je coupe mon fil de montage et maintenant je taille parce que c'est trop long. Hop, et voilà. Alors, au-delà des poissons qui vivent dans la rivière, eh bien, il y a sur la surface de l'eau ou dans la ripisylve ou aux abords immédiats de la rivière un certain nombre d'animaux qui apprécient particulièrement le milieu aquatique ou le milieu proche du milieu aquatique. Alors parmi ces animaux citons la poule d'eau, peut-être parfois la foulque quand nous sommes dans des configurations de rivières très très calmes. On peut aussi citer le maître de la rivière, si j'ose dire, qui est le martin pêcheur. Donc le martin pêcheur est vraiment attaché à la rivière, en ce sens qu'il se nourrit de poissons d'une part, et pour faire son nid, cet oiseau est capable de forer un trou dans une petite falaise de terre, une sorte de tunnel qui va faire à peu près 1 mètre de long, et il va installer sa chambre de couvaison, là où il va élever ses petits, au bout de ce tunnel. Et quand les petits éclosent, eh bien, les parents se relaient pour venir apporter le poisson qu'ils ont attrapé dans la rivière pour aller nourrir au bout du tunnel les jeunes martins pêcheurs. On peut aussi parler de petits échassiers que l'on peut parfois rencontrer en bordure de cette rivière,
cherchant leur nourriture constituée de petits animaux qui se trouvent dans la vase ou dans les bancs de sable riverains de la rivière. Et ces petits échassiers sont essentiellement des oiseaux que l'on appelle des chevaliers, notamment le chevalier guignette. Et donc ces oiseaux peuvent se rencontrer au bord de la rivière. On peut trouver aussi quelques mammifères, notamment le ragondin, qui est une espèce malheureusement considérée comme invasive, c'est-à-dire que c'est une espèce qui n'est pas originaire de l'Europe, qui est originaire d'Amérique du Sud, mais qui a colonisé quasiment l'entièreté des milieux humides européens, alors que ce soit les rivières ou les étangs. Et par contre, on peut trouver un mammifère qui est beaucoup plus indigène, c'est-à-dire qui est originaire de l'Europe, qui est le campagnol amphibie, un animal relativement de taille modeste, qui a des mœurs vraiment très aquatiques. Et puis évidemment, toute la cohorte d'amphibiens, que ce soit des grenouilles, qui seront, elles, cantonnées dans les parties beaucoup plus douces, où le courant est bien moins fort que dans les zones à fort courant. Nous pouvons également porter notre attention sur la faune qui est quasiment invisible. Invisible qu'en ce sens, elle vit sous la surface de l'eau et qu'elle est en général constituée d'animaux extrêmement petits. Et donc une façon de nous apercevoir de sa présence, c'est de retourner les pierres pour éventuellement trouver ces petits animaux accrochés aux rochers ou aux pierres qui se trouvent dans le lit mineur de la rivière. Ce sont par exemple les larves d'éphémères, ce sont des animaux, des sortes de mouches qui ont une vie larvaire aquatique et qui, lorsqu'elles deviennent aériennes, eh bien, ne vivent que quelques heures. Et une des stratégies qui est utilisée par les larves d'éphémères, c'est d'être extrêmement plates, avec des pattes très griffues qui leur permettent donc, du fait qu'elles sont plates, de résister au courant, et du fait qu'elles sont griffues, eh bien, de s'accrocher avec vigueur à la pierre qui les accueille. L'autre type de larves qu'on peut trouver assez facilement dans l'Huisne, ce sont ce que les pêcheurs appellent des porte-bois. En fait, ce sont des larves de mouches qui s'appellent les trichoptères, et ces larves ont la particularité de fabriquer une sorte de fourreau avec les éléments qu'elles vont trouver autour d'elles, c'est-à-dire des petits morceaux de gravier, des petits morceaux de feuilles. Et c'est comme ça que ces animaux mènent leur vie larvaire, c'est-à-dire le fourreau les abrite des prédateurs, et puis le fait que le fourreau soit fixé au rocher ou à la pierre leur permettent de ne pas être emportés par le courant. Et bien donc, les larves d'éphémères et les larves de porte-bois sont des marqueurs d'une relative qualité de l'eau, et ils s'en trouvent facilement dans l'eau de l'Huisne, ce qui montre que sans doute elle a une qualité relativement intéressante. La vallée de l'Huisne, qui abonde en charmants paysages bucoliques, a inspiré de nombreux artistes, et en particulier les photographes dès le XIXe siècle. En tant que photographe, je me suis intéressé à la vie de Camille Sylvie, photographe contemporain de la naissance de la photographie. J'ai découvert le parcours d'un homme tout à fait novateur pour l'époque. Né à Nogent-le-Rotrou en 1834, Camille Sylvie réalise des photos dans le Perche. La plus célèbre est celle de l'Huisne, prise du pont de bois. Il en existe seulement 2 dans le monde, une à Londres et l'autre ici au musée de l'histoire du Perche. Beaucoup de textes racontent que le ciel de cette photo a été rajouté ultérieurement. À la prise de vue, il utilisait le collodion humide. Ce procédé ne lui permettait pas d'exposer correctement à la fois le ciel et le reste de l'image. Pour résoudre ce problème, Camille Sylvie photographiait le paysage sur une plaque et le ciel sur une autre, à un moment et même dans des lieux différents. Il recomposait ensuite sa photographie sur du papier albuminé en faisant avec des masques un mixte des 2 plaques. À l'image de ce qu'on fait simplement dans Photoshop de nos jours, la méthode utilisée par Camille Sylvie lui a donné une liberté totale de création et d'interprétation en rendant ses œuvres uniques. C'est dans ce sens que je pense que Camille Sylvie était un pictorialiste avant l'heure. Il quitte la France en 1859 pour s'installer à Londres, où il ouvre un studio photo. C'est dans cet élégant studio, fréquenté par la haute bourgeoisie, qu'il photographie les plus grands de la famille d'Angleterre, sans toutefois pouvoir photographier la reine Victoria. Malheureusement, en pleine gloire, en 1868, malade, il doit rentrer en France. Il pensait que sa maladie provenait des expositions prolongées au cyanure de potassium dans sa chambre noire. Rien n'y fait, on n'arrivera pas à le soigner et il finira sa vie dans un asile de Charenton en 1910.
C'est un bel hommage que la ville de Nogent-le-Rotrou lui a rendu en créant un espace promenade qui porte son nom aujourd'hui le long de l'Huisne. Cette photographe des bords de l'Huisne est capable de passer des heures près de la rivière afin de capturer les plus beaux moments de la rencontre entre l'eau et la lumière. Et c'est à chaque fois une image sublime et unique qu'elle nous offre. Je fais de la photographie depuis mes 12 ans, étant d'une famille de photographes. J'ai été initiée assez jeune. Évidemment, un jour ou l'autre, j'ai pris un appareil photo, puis je suis venue sur cette île au fond du jardin, au bord de l'Huisne, m'y recueillir, y méditer avec mon appareil, et j'ai commencé à prendre des photos qui n'étaient pas forcément faites pour qu'on reconnaisse les choses. C'est plutôt presque de l'abstrait. C'est ce que donne la rivière au plus profond d'elle-même, en termes de reflets, de courants, de gouttelettes d'eau, suivant la saison. Suivant le soleil, le moment de la journée, c'est des choses très différentes qui s'en dégagent. Alors là, ce qui est intéressant, c'est à la fois le reflet des herbes, la transparence avec les algues et le courant qui fait des mouvements sur l'eau. Et ça, j'aime bien, voilà. Moi, je vais jouer un peu sur la profondeur de champ et sur la netteté, pour faire le focus soit sur le reflet, soit sur le fond de l'eau, soit sur les mouvements du soleil dans l'eau, les ombres. Et ça, moi, ça m'intéresse bien parce que c'est une rivière vivante. Là, on va aller au bout de la deuxième île. Et là, l'Huisne, elle est beaucoup plus calme que ces deux biefs. Là-bas, il y a des arbres morts qui sont en travers. Et avec une certaine lumière, il y a le reflet de ces arbres dans la rivière. Avec les reflets du soleil, avec le contre-jour que le soleil nous donne, ça fait des petites étoiles dans mon objectif. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a un petit côté japonisant qui rejoint la contemplation dans laquelle je me mets pour faire des photos. C'est une sorte de méditation, la photographie, pour moi. Je suis un peu mystique avec les rivières de manière générale, mais quand j'habite au bord d'une rivière, j'aime bien me l'approprier et puis lui parler, et voilà, et elle me ressource. Jean-Pierre Chandavoine est l'un de ceux sur qui la région du Perche exerce son pouvoir magique. Jean-Pierre est peintre paysagiste, originaire de la région. Il connaît donc le Perche depuis sa plus tendre enfance et la rivière, au paysage verdoyant, est un sujet de prédilection pour lui. J'ai toujours peint par instinct ce qui me plaisait. Hein. Je ne suis pas un créatif, je suis plus un contemplatif. J'ai une émotion, je m'arrête sur un coup de lumière, sur un gargouillis dans l'eau, sur une colline voilà, avec une découpe particulière. Et après, je travaille pour essayer de faire que les gens ressentent l'émotion que j'ai ressentie. Le Perche, c'est mon pays natal. Hein. Je suis né à Rémalard, vécu à Mauves-sur-Huisne. L'Huisne, c'est mon berceau, c'est ma colonne vertébrale. Hein. Pour l'instant, ce que je fais là, ça paraît, c'est pas franchement réaliste. Hein. Je mets en place l'eau, je vais mettre en place mes gravillons, je fais les grandes masses. Après, les couleurs, tout ça, ça peut encore beaucoup changer. Hein. Diplômé des Beaux-Arts, il aime peindre son terroir, rivières, mares, étangs, où se mirent les arbres des forêts, prairies, avec ses tons verts infinis, couleur la plus présente dans la nature, mais ô combien difficile. La couleur verte, pour le peintre, c'est pas évident. Il y a une telle multitude de verts, une telle qualité. Puis dans le Perche, encore plus peut-être qu'ailleurs. Parce qu'on est moins écrasé par le soleil que dans le Midi, quoi. C'est bien.
Dans le Perche sartois, on raconte qu'un monstre terrifie les habitants de la vallée de l'Huisne. Une légende issue du folklore médiéval qui trouverait son origine aux environs des XIVe et XVe siècles pendant la guerre de Cent Ans. La légende de la velue. C'est une créature amphibienne, inconnue à l'arche de Noé mais rescapée du déluge, épouvantant les habitants et répandant le mal autour d'elle. Elle s'aventure dans les rues de la Ferté-Bernard, où elle dévore femmes et enfants. Les villageois tentent de la chasser, mais la velue se réfugie toujours dans les eaux froides de la rivière, provoquant de terribles inondations. La disette et la faim s'installent sur la région. Un jour, la velue s'empare de la fiancée du seigneur de la Ferté-Bernard afin d'en faire son repas. Le fiancé, Amaury, s'armant d'une épée et n'écoutant que son courage, part combattre le monstre pour sauver sa promise, s'approche de la bête et lui tranche la queue. L'animal lâche sa proie et plonge dans la rivière, déclenchant un formidable débordement des eaux. De ce jour, on n'a plus revu le monstre rôder dans la région. Cependant, certains affirment qu'il reste tapi, dissimulé au fond des eaux calmes de l'Huisne, attendant l'heure de ressurgir. Au XIXe siècle, le Perche agricole vivait sans électricité, sans radio, qu'on appelait à l'époque TSF, et sans écran. La musique rythmait la vie quotidienne dans le but de faire danser. La seule musique disponible était celle qu'on faisait nous-mêmes. Il y avait un violon dans chaque famille. On va vous interpréter un peu de musique à danser, celle qui était jouée et dansée dans le Perche au tournant du XXe siècle, entre 1870 et 1930 grosso modo, c'est-à-dire de l'époque avant l'électricité, à l'époque où la transmission était essentiellement orale et la danse était le loisir principal des gens des campagnes dans le Perche. Et il y avait, le Perche abritait énormément de musiciens qu'on appelait les musiciens, qui s'appelaient eux-mêmes d'ailleurs, les musiciens routiniers, parce qu'ils jouaient de routine, par habitude, uniquement. Et donc on va commencer par une des plus anciennes danses qu'on connaisse pour le Perche, c'est un avant-deux à 5 figures. Et en avant-deux. Et traversez. Balancez. Et rassemblez. Et tourniquez. L'autre côté. Replace et en avant deux. Le Perche, comme on l'a évoqué, il y avait énormément de musiciens dans le Perche, énormément de musiciens routiniers. Et le Perche était un terroir de violonneux. C'était vraiment l'instrument roi de la danse et de la musique à danser dans le Perche. C'était le violon. Jusque après la Première Guerre mondiale, parce qu'il est arrivé un drôle de petit instrument qu'on appelle l'accordéon, accordéon diatonique, tel que celui-ci d'ailleurs. Et Daniel et moi, on n'est pas vraiment dans la droite ligne de la tradition, parce qu'autrefois, en réalité, les violonneux ont mal vu l'arrivée de l'accordéon diatonique, qui était un concurrent un peu bruyant pour eux, et qui ne pouvait pas forcément jouer toutes les subtilités de ce que faisaient les violons. Voilà. Mais depuis, on s'est réconciliés, et on va pouvoir vous interpréter une petite mazurka. L'Huisne, qui coule tranquillement depuis des millénaires dans la grande faille du Perche, reste très fragile face au réchauffement climatique qui s'installe sur le monde.
Mais la nature possède de prodigieuses capacités à se renouveler, et avec elle vient l'espoir que tout est encore possible. Aurons-nous la sagesse et la volonté nécessaires pour que les rivières coulent encore longtemps, et que l'on puisse toujours percevoir le murmure infini des eaux calmes de l'Huisne depuis ses berges, au détour d'un méandre, au croisement d'un chemin, ou tout simplement en passant sur un pont.